Bonjour, Sahar Mdankom. Alors, je vais vous présenter le cours des états de choc. Alors, voici le plan du cours. Alors, pour introduction, je vais vous définir c'est quoi un état de choc en général. Donc, d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Cela veut dire que le retard de prise en charge entraîne une surmortalité. Pour la définition physiopathologique, il s'agit d'une défaillance aiguë du système cardio-circulatoire et qui va entraîner une inadéquation entre apport et besoins tissulaires périphériques en oxygène. Ici, on a schématisé les besoins, on les a représentés par la consommation en O2 et les apports par le transport artériel en O2. Donc, il faut savoir qu'en situation physiologique, la VO2, qui est la consommation, elle est indépendante du transport artériel en O2. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'oxygène qui est transporté. Lors d'un état de choc, les mécanismes compensateurs visent à préserver les apports tissulaires en oxygène en augmentant le transport artériel en oxygène et l'extraction périphérique en O2. Pour cela, donc, il va y avoir une vasoconstriction périphérique au niveau des territoires splanchniques, rénaux, musculo-cutanés. Et au fait, pour assurer une redistribution du sang vers le cerveau et le myocarde. Et cela est assuré par le système sympathique, le système rénine-angiotensine-aldostérone. Pardon, ici j'ai écrit SRAA, SRRA, normalement c'est SRAA. Et vasopressine, voilà. Et donc, une fois ces mécanismes adaptatifs sont dépassés, le transport artériel en O2, comme vous voyez, il va chuter jusqu'au seuil critique. Et là, il va y avoir une installation de la... Et je vais oublier de vous dire que la VO2, elle devient dépendante du transport artériel en O2. Et ensuite, ça va entraîner l'installation de la désoxycellulaire et donc du métabolisme anaérobie. Ça va donner une augmentation du taux de lactate et l'acidose métabolique. Voilà, juste une remarque. Il faut savoir qu'il existe un phénomène d'hypoperfusion et reperfusion. Ça veut dire après le traitement, qui va entraîner une inflammation systémique, ce qui va aggraver l'état de choc initial. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'il existe 4 mécanismes de choc impliqués dans les états de choc. Il y a le choc distributif. Alors, c'est quoi un choc distributif? C'est une altération de la redistribution des débits régionaux et une diminution de l'extraction tissulaire en O2. Et là, il contient le choc septique, anaphylactique et le choc spinal et d'autres. Il existe aussi le choc hypovolémique, le choc obstructif qui lui est une conséquence d'un obstacle au remplissage ou à l'éjection du cœur et il va s'accompagner de signes respiratoires et d'insuffisance cardiaque droite. Par contre, la fonction myocardique en soi est préservée, de même que la volémie. Alors, il a plusieurs étiologies, dont l'embolie pulmonaire, le pneumothorax compressif et la tamponnade. Et enfin, le choc cardiogénique. Alors, on va commencer par le choc septique. Alors, comment on le définit? D'abord, il faut savoir qu'il y a ces quelques termes sont abandonnés. Il s'agit de la septicémie et du sepsis sévère. Alors, on va définir un sepsis. Donc, le sepsis est une réponse inflammatoire innée inadaptée en réaction à une infection. Il s'agit aussi d'un syndrome infectieux associé à au moins une dysfonction d'organes. Et on va voir comment grader ces dysfonctions d'organes. Le choc septique, quant à lui, c'est la forme la plus grave du sepsis associant une défaillance circulatoire, métabolique et cellulaire. Il est réfractaire au remplissage nécessitant un agent vasoconstricteur. On va voir par la suite.
Donc voici ici, c'est le SOFA score. Alors, SOFA, c'est l'acronyme de Sequential Organ Failure Assessment Score. Il est fait pour grader les défaillances d'organes. Quels sont les organes qui sont évalués par ce SOFA score? Et donc, pour définir un sepsis. Donc, il s'agit du poumon et il est évalué par le rapport PaO2, qui est la pression partielle artérielle en oxygène, sur la fraction inspirée en oxygène, donc PaO2 sur FiO2. On a la coagulation à travers les plaquettes, le foie par la bilirubine, le système cardio-circulatoire par la pression artérielle moyenne, le système nerveux par le score de Glasgow, et enfin le rein par la créatinine et le volume de la diurèse. Donc, une dysfonction d'organe est définie par l'augmentation de 2 points au plus par rapport au SOFA score de base du patient. Ça veut dire que le SOFA score ne prend pas en considération les dysfonctions d'organes chroniques, par exemple une infection rénale chronique. Maintenant, pour le Quick SOFA que vous voyez, donc ils ont fait le Quick SOFA pour dépister rapidement un patient susceptible de présenter un sepsis. Parce que, comme vous voyez, ce tableau, il est assez compliqué. C'est pas compliqué, mais il prend du temps pour calculer toutes ces valeurs. Et donc, ils ont établi le SOFA Quick, ou bien le Quick SOFA, pour faciliter la tâche. Donc, c'est plus pratique dans la pratique courante. Voilà. Alors, il est défini par une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 100 mm de mercure et ou une fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22 par minute ou une confusion. Voilà. Maintenant, pour ce qui est physiopathologie du choc septique. Donc, comment il commence ce choc septique? D'abord, donc c'est par l'invasion de l'organisme par un agent infectieux, viral, fongique, bactérien, mais surtout bactérien. Ensuite, les produits bactériens, notamment l'endotoxine, vont activer les cellules telles que les macrophages, les cellules immunitaires bien sûr, telles que les macrophages, leucocytes, cellules endothéliales, les plaquettes, et humoraux aussi comme le complément. Et là, il va y avoir une libération de cytokines pro-inflammatoires, de nombreux cytokines pro-inflammatoires, dont les plus importants sont le TNF-alpha et le IL-1-bêta. Je n'ai pas su comment faire alpha et bêta, les signes, donc je vous écris A et B. Voilà. Et aussi d'autres médiateurs comme le NO, le PAV, tout ça. Alors, ces cytokines vont entraîner une altération cellulaire, surtout au niveau vasculaire, micro et macro-circulation, et donc, par conséquent, on aura une augmentation de la perméabilité capillaire, une hypovolémie absolue et relative, absolue due à l'hyperperméabilité, aux pertes sensibles, et relative, c'est par rapport à la vasodilatation. Aussi, une altération de la fonction systolique par la myocardite septique. Donc, la myocardite septique, on va trouver une augmentation des troponies. Il faut savoir qu'elle est réversible après le traitement. Une activation de la coagulation, par conséquent une CIVD, coagulation intravasculaire disséminée, et aussi une atteinte mitochondriale par défaut d'extraction, qui va entraîner un défaut d'extraction périphérique d'oxygène. Alors, pour la clinique, tout état de choc d'étiologie immédiatement inconnue doit être considéré comme un possible choc septique, notamment si on a une pression artérielle diastolique qui est basse. Alors, les principaux signes cliniques sont, comme pour tous les états de choc, c'est la tachycardie, l'hypotension, les marbrures cutanées, la polypnée, encéphalopathie septique, une oligoamérie, et aussi on peut avoir une fièvre, frisson ou hypothermie. Ça, c'est un peu spécifique au choc septique.
mais leur absence ne l'élimine pas. Voilà. Alors, donc aussi il faut rechercher la porte d'entrée qui est dans 50% des cas pulmonaire, 20% hépatodigestif, elle peut être urinaire, cutanée, ménagée. Et pour cela, donc, pour les chercher, il faut faire, par exemple, dans le cas pulmonaire, il faut faire un cliché thoracique. Urinaire, c'est les bandelettes ou le CBU. Pour ce qui est digestif, on peut faire une échographie abdominale ou une TDM. Et ne pas hésiter à faire une PL au moindre doute. Et bien sûr, rechercher tout purpura, voilà, en faveur d'une étiologie cutanée. Maintenant, on dit que, donc il faut savoir que dans 15 à 20% des cas, aucune porte n'est identifiable. Et alors, un prélèvement de 2 hémocultures est systématique. Alors, pour la biologie, donc il existe une hypoxémie. Ça veut dire, donc, elle est inférieure sûrement à 90 mm de mercure, mais parfois elle est sévère, elle peut arriver jusqu'à 55. Alors, on peut avoir aussi une acidose métabolique, une hyperlactatémie supérieure à 2 millimoles par litre, une insuffisance rénale fonctionnelle, une cytolyse, voilà, comme vous voyez, et une coagulopathie de consommation avec un TP bas, TCA allongé, thrombopénie et fibrinolyse. Pour cela, on va trouver des didymères qui sont positifs, hyperleucocytose et une thrombopénie transitoire. Et l'absence du syndrome inflammatoire n'élimine pas l'origine infectieuse. Alors, pour la prise en charge, alors on dit que le choc septique, il se rencontre partout, mais il se traite en réanimation. C'est pour cela que l'objectif aux urgences, donc la première phase que nous on doit faire, c'est pas quelque chose de spécialisé, mais je vous ai mis juste ce qu'on doit faire aux urgences. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'atteindre et maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Donc, pour cela, il faut un remplissage vasculaire par 500 ml de cristalloïde, répété toutes les 15 minutes, plus la surveillance, bien sûr, parce qu'on a le risque d'OAP. Et donc, on doit surveiller l'oxymétrie, la saturation, la présence de crépitants. Ne pas hésiter, en cas de doute, à faire une radiographie du thorax. Donc, aussi lorsque la pression diastolique est inférieure à 40 mm de mercure, il ne faut pas hésiter à débuter la noradrénaline. Voilà, aux urgences, en attendant l'arrivée des réanimateurs. Administration d'oxygène, puisqu'on a un déficit d'apport en oxygène, il ne faut pas oublier. Et aussi transfusion si besoin. Il faut maintenir quand même un taux d'hémoglobine supérieur à 7 grammes par décilitre. Alors, pour le traitement anti-infectieux, parfois il nécessite un drainage ou une intervention chirurgicale. Et sinon, en général, il s'agit d'une antibiothérapie par voie intraveineuse à large spectre ayant une activité bactéricide. Et de toute façon, donc, au début, elle est probabiliste et après, ça va dépendre de l'étiologie, des résultats de l'antibiogramme, etc. On arrive maintenant au choc hypovolémique. Donc, définition et physiopathologie. Alors, la masse sanguine totale donc, est définie par le taux de plasma plus les éléments figurés du sang. Elle est égale à 65 et à 75 millilitres plutôt par kilo. Et il faut savoir que 2/3 de cette masse sanguine totale est contenue dans la circulation veineuse systémique et répartie en 2 volumes. Un volume veineux contraint
et un volume veineux non contraint. Pour le volume veineux non contraint, c'est le volume de sang qui remplit les veines pour éviter qu'elles ne se collabent. Le contraint, c'est le volume de sang supplémentaire qui distend les veines et génère une pression motrice appelée la pression systémique moyenne, pression du système circulatoire en l'absence de contraction cardiaque. Voilà. Comment on définit maintenant l'hypovolémie? Alors l'hypovolémie est la diminution ou la malrépartition de cette masse sanguine. Alors qui dit diminution? Donc c'est une hypovolémie vraie. Et malrépartition, on parle d'une hypovolémie relative due à la vasodilatation. Donc, cette hypovolémie est responsable de la diminution du retour veineux. Et là, c'est le volume contraint qui est en question, qui va donner une diminution, bien sûr, du volume d'éjection, et donc diminution du débit sanguin et diminution du transport artériel en O2. Et là, on va avoir une activation des mécanismes de compensation, chose très importante. Alors, ces mécanismes de compensation qui sont, bien sûr, il s'agit d'une vasoconstriction veineuse et artérielle assurée par le système sympathique. Et ils vont augmenter le volume contraint aux dépens du volume non contraint. Il faut savoir, ces mécanismes ils sont limités chez le sujet âgé car ces sujets ils ont une réserve physiologique réduite et en général ils reçoivent des médicaments cardiotropes tels que les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, etc. Inversement, ces mécanismes sont marqués chez le jeune et c'est ce qui retarde l'apparition de signes cardinaux de l'état de choc et donc un retard de prise en charge. Et voilà, lorsque ces mécanismes sont dépassés, on va avoir une installation des signes de choc et voilà, apparition de l'état de choc. Après, on parle aussi toujours de phénomène d'ischémie-reperfusion après le traitement et qui peut attribuer à la défaillance polyviscérale. Alors, quelles sont les étiologies pour l'hypovolémie absolue? On a les hémorragies extériorisées comme l'hématémèse, les rectoragies, non extériorisées telles que l'hémopéritoine, l'hémothorax, les traumatismes d'organes pleins, les fractures du bassin et tout. Et il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'une hémorragie, l'anémie, elle va aggraver encore le besoin en oxygène. On peut avoir une perte d'eau plasmatique par vomissement, diarrhée, troisième secteur, brûlure étendue, baisse de la pression oncotique, etc. Pour l'hypovolémie relative, elle est due à une vasodilatation intense et le volume non contraint est augmenté aux dépens du volume contraint. Et parmi ces étiologies, on a les lésions spinales et les causes toxiques. Alors, pour le diagnostic, ici on dit que la présentation du choc hypovolémique, elle dépend de sa cause, sa durée et de l'efficacité des mécanismes compensateurs. Les signes cardinaux, quant à eux, comme l'hypotension, l'oligurie, la tachycardie, les marbrures et tout ça, ils ne sont pas spécifiques et sont souvent tardifs. Alors, les signes, donc on a les signes cliniques pour le diagnostic, ils dépendent forcément de l'étiologie. Et là, je vous ai mis, lorsqu'il s'agit d'une hypovolémie vraie, quels sont les signes qui vont orienter vers cette hypovolémie. Donc, on a les veines superficielles plates, une augmentation de la pression artérielle au lever de jambes, les signes de déshydratation tels que la soif, les plaies cutanées, la pâleur en cas d'hémorragie. Pour la biologie, donc il peut y avoir une acidose métabolique, une hyperlactatémie. Et s'il s'agit d'une hémorragie au début, le taux d'hémoglobine et d'hématocrite sont normaux et puis ils vont chuter par la suite. On peut avoir une coagulopathie de consommation, des signes d'hémoconcentration, si perte d'eau plasmatique tels que l'hyperprotidémie, l'augmentation de l'hémoglobine et d'hématocrite. Et aussi, on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle. Et pour la prise en charge, je vous ai laissé la prise en charge à la fin parce que c'est pas très spécifique, c'est toujours le remplissage comme on le connaît. À la fin, il y a un tableau qui résume un peu la prise en charge de tous les états de choc.